devant vous. Vous pouvez continuer. Bon, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens d'arriver ici à l'aéroport de Nice, en partant de l'aéroport de Strasbourg, près de là où j'habite en Allemagne, à Francfort. Bon, il y a quand même 2h30 de route. J'ai eu pas mal de soucis sur la route. Ça a été pas mal la galère, il y a eu 1 heure d'embouteillage. J'ai atteint l'aéroport 1 heure avant le départ, mais bon, j'ai réussi à le faire. Donc, pourquoi je rentre en France pour seulement 2 jours ici? Vous allez bientôt le savoir, vous allez voir ça dans les prochains jours. On est parti. Bon, voilà, on se retrouve ici dans le Haut-Var pour vous dévoiler la raison de ma venue de 2 jours ici dans le sud de la France. Donc on va aller à la rencontre d'un chasseur de fossiles de renommée mondiale, Luc Ebo, qui a été présenté dans les vidéos du Grand JD dans les dernières semaines et l'année dernière. Et on va essayer d'aller retrouver un fossile qu'on avait trouvé il y a 20 ans dans le coin. Je vous laisserai le découvrir dans la vidéo. Allez, on est parti. Donc on va passer sur 2 sites dans la journée, tous les 2 dans le Haut-Var. Un premier site, je vous garde ça secret pour le moment. Et le deuxième site, ça va être pour trouver du corail fossilisé, un petit peu comme celui que vous pouvez voir ici. On peut voir vraiment les alvéoles et les veinures du corail. C'est absolument magnifique. Regardez cette pièce là. J'espère qu'on va trouver de beaux spécimens aujourd'hui. On est parti. Donc voilà, la fine équipe. On est 3 personnes. On va attendre Luc un petit peu plus loin. Il a eu un petit souci technique. On va voir, on va repérer un petit peu les lieux à l'avance. Ah, c'est bon, j'ai gagné. Voilà. On a déjà un gagnant. On fait voir un petit peu ce que tu as trouvé. Déjà un gagnant, regardez-moi ça. C'est monstrueux. Donc on attend, Luc a eu un petit problème technique. En attendant, on essaie de retrouver un site de fossiles qui avait été trouvé par mon ami qui est ici il y a 15-20 ans, un truc du genre. C'est ça. Avec une belle, potentiellement une partie de nageoire d'un plésiosaure. Ouais, mais en fait on cherche tout le squelette maintenant. Maintenant on cherche tout le squelette. Mais bon, pour retrouver l'endroit exact, avec la végétation qui a poussé, le terrain qui a changé, c'est vraiment compliqué. On va essayer de chercher un petit peu autour. Est-ce que tu penses que tu arriveras à le retrouver? Bon, j'ai une peur, c'est qu'il se trouve en fait sous la partie végétalisée, herbacée. Et si se trouve sur ta tête. Et si le site se trouve sous la partie végétalisée, bah, le moment d'identifier et de creuser, de dégager, on va être très bien eu. Je garantis pas. Ok, bon, on croise les doigts. Donc voilà, on s'est préparé, on a finalement réussi à retrouver le fameux Luc. Et on va aller essayer de prospecter un petit peu dans le coin. J'espère qu'on va trouver des trucs intéressants. Allez, on est parti ensemble. Ah non, là, genre tu enterres un truc et tu le sens. Ben ça a été ça. Ça j'en suis convaincu, donc faut tout ce qui est montage de projet, visualisation. Jusqu'au truc en place, mais en espérant qu'on va retrouver une petite trace par-ci par-là. Je pense que Luc, ça doit être le meilleur pour pouvoir nous aider à trouver ce genre de choses. Bon, on a du mal à retrouver la couche vraiment précise où on avait trouvé l'os. Du coup on se rabat sur des couches un petit peu plus hautes ici pour trouver des ammonites déroulées. Après ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que cet os il se trouve au-dessus d'une strate au-dessus de laquelle on n'avait jamais trouvé ce genre de reptile marin. Du coup ça aurait été vraiment cool de retrouver d'autres parties du squelette. On a une magnifique vue ici sur le cirque autour. Bon, il faut y mettre du soie pour aller chercher les plus belles pièces. C'est assez escarpé ici. On va essayer de ne pas se casser la figure dans les tranchées. On vient de trouver une magnifique pièce ici, une ammonite déroulée sûrement. Ça fait plaisir. l'autre côté de la colline et t'envoies de l'autre côté quoi. Non, ça on n'a jamais. Donc quand t'as une carcasse c'est gros quoi. Donc si tu vois pas ça, Pas de il y a des veines de calcite, c'est pas... Non, non, je sais, mais vraiment on a ça. trouvé un petit morceau d'os qui a fleuré comme ça.
Non mais des trucs comme ça, je suis sûr. C'est pas de la prétention. C'est assez étonnant, ouais. C'est pas de la prétention du tout. On a l'impression d'en avoir trouvé plusieurs fois, Ça. Ouais. en étant passé à côté sans l'avoir vraiment vu. Donc là, moi, déjà, tu vois, avant de creuser. Ouh, là aussi, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est un truc dur. Petite découverte en temps réel, on grattait juste très superficiellement cette couche là. Et on a trouvé ce qui ressemble peut-être à un morceau partiel de vertèbre, potentiellement dictyosaure selon Luc. Ouais. Ça a l'air sympa, on va voir si on trouve des morceaux supplémentaires. À mon avis, c'est là, tu vois, c'est tout des morceaux. On peut discerner ici une partie du disque que forme la vertèbre. Voilà, impressionnant. Si tu veux gratter avec ça. J'avoue que je l'aurais loupé superbement. C'est bien de pouvoir voir ça en direct. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a, quoi. À mon avis, il n'y a pas grand chose. Mais c'est intéressant à garder ou même pas? Tu trouves que c'est même pas intéressant? Si, c'est toujours intéressant à garder. En fait, moi j'ai vraiment prospecté plutôt les couches en dessous pour les squelettes et puis cette couche en haut pour les. Nous sommes plutôt pour. Non, t'es pour content avec les petites choses. Bon, et ben voilà. L'intuition aussi, hein. Parce qu'il y a des mecs qui ont l'intuition et il y a des gars qui n'ont pas l'intuition. Ah, bah ça c'est clair. Ça, Après, l'intuition elle vient aussi beaucoup en y étant. Hein. Plus t'as passé de temps dans tes couches, tu rentres. On va se diriger vers un autre endroit où on a trouvé des morceaux de corail qui sont assez jolis. On va voir ce que Luc va en penser là. On vient d'arriver sur le deuxième spot de la journée. Je pense qu'on va trouver des choses intéressantes. Un magnifique morceau de corail qu'on vient de trouver. Il est encore là ou il est parti? Non. Si même les papillons s'en mêlent. Et donc, combien de temps ça t'a pris entre la première ammonite et le premier poisson que tu as trouvé par exemple? Alors écoute, c'est facile, j'ai à peu près les dates en tête. Moi je commençais à l'âge, je suis né en 76, je commençais à trouver ma première ammonite, j'avais 5 ans, donc on va dire 81, dans les années 80. Et le premier reste de squelette que j'ai trouvé, c'était pour plus ou moins ma première grosse expo d'ammonite en 2000 à Sisteron, c'était un reste de requin. Donc voilà, une bonne vingtaine d'années. Je vois. C'est impressionnant. Petite question marrante aussi, si tu avais, disons pas forcément les aires géologiques du coin, hein, si tu pouvais visiter personnellement une aire géologique vers laquelle tu aimerais te rendre? Moi je suis un fan du secondaire. C'est les niveaux que j'ai prospectés toute ma vie, donc ammonite, reptiles marins, dinosaures. J'étais plutôt marin pendant longtemps, puis là on a trouvé quelques restes de dinos ces derniers temps, ouais, ça m'a un peu ouvert au côté terrestre, donc ouais, tout à fait. Et plutôt crétacé, hein. Moi je reste sur mes niveaux de prédilection dans lesquels j'ai toujours fouillé. Je vois. Et j'ai vu que tu avais une petite équipe qui avait commencé à se composer autour de toi et qui t'aidait dans la recherche de fossiles, dans la préparation, dans l'organisation du musée et tout ça. Comment vous vous êtes rencontrés? On t'a passionné peut-être? Ouais, c'est des rencontres. En fait, on n'est pas nombreux à faire ça de manière un peu à fond, quoi. Donc, y a des points de rencontre qui peuvent être notamment les bourses aux fossiles. C'est l'occasion où se rencontrent la plupart des gens qui travaillent là autour, donc aussi bien les passionnés que les marchands, des scientifiques, etc. Donc, on s'est beaucoup rencontrés là-dessus, parce que moi, je suis pas trop Internet, réseaux sociaux, tout ça. J'ai pas de Facebook, Instagram, je sais même pas comment ça marche. Donc, ouais, on s'est rencontrés en direct. Et en fait, à chaque fois, voilà, on s'est bien entendu déjà au niveau du feeling. C'était aussi des gens qui collectionnaient un peu les squelettes, enfin qui cherchaient en tout cas les vertébrés. Donc on n'est pas nombreux à faire ça en France. Donc voilà, après c'était l'occasion de partager un peu des connaissances. Moi j'étais le plus vieux, donc j'avais des petits trucs en plus à leur montrer, etc. Et voilà, on a fait une petite association et on travaille ensemble également. Donc, on a parlé des différents paliers dans la recherche de fossiles de plus en plus élaborés.
combien de fois tu penses que tu t'es renouvelé en quelque sorte dans ta recherche de fossiles, où tu t'es dit, bon, ça y est, il n'y a plus rien à trouver dans le coin, je pense que j'ai poncé tout ce que je pouvais faire. Et finalement, tu t'habilles des nouvelles lunettes pour regarder les spots dans lesquels tu étais déjà allé. Honnêtement, il y a eu une grosse fois, c'est de passer des ammonites aux vertébrés. Ça, c'est clair. Et du coup, ça a changé toutes les techniques de fouille, toutes les façons de prospecter. Voilà. Et puis, ça fait vraiment... ça, c'était vraiment arriver à voir ce que t'as jamais vu, pourtant en marchant dessus pendant 20 ans, mais d'un coup, tu as un déclic et quand tu comprends comment ça marche, voilà, tu reprospectes tout un pays. Un petit effet boule de neige. Ouais, ça, c'est vraiment la grosse fois. Puis après, il y a eu des petits renouveaux en fonction des rencontres qui ont permis de faire certains voyages à droite à gauche, en fonction aussi des rencontres avec des préparateurs qui permettent d'avoir de nouvelles idées pour préparer les fossiles, etc. Et ça aussi, ça ouvre à de nouvelles pièces, de nouvelles techniques, une nouvelle vision des trucs. Et donc ta recherche de fossiles aussi, elle t'a amené un petit peu en dehors de ta région natale. J'ai vu que tu avais visité pas mal de pays dans le monde. Combien de pays ça t'a amené à visiter la passion pour la recherche de fossiles? En fait, chaque fois que j'ai l'occasion de partir en vacances, j'essaye Tu te gardes un petit créneau pour aller prospecter? de prospecter un peu, parce que c'est mon plaisir en fait, je fais que ça. Donc je suis allé pas mal en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Europe de l'Est, en Bulgarie. T'es allé quelques fois au Spitzberg, là, ça c'est aussi pour prospecter, mais aussi surtout pour voir la nature, parce que c'est des endroits magnifiques, là, une île proche du pôle Nord. Pas mal de fois aux États-Unis aussi. Ça de plus en plus, là, on essaye de monter des projets pour y aller assez régulièrement, là, fouiller dans des ranchs à dinos. Voilà, en fait, chaque fois que j'ai l'occasion, soit à travers une rencontre, soit à travers un projet. J'imagine que ça te fait découvrir de nouvelles techniques aussi, d'aller rencontrer de nouvelles personnes à l'autre bout du monde qui ont des méthodes un petit peu différentes, qui ont un œil différent sur les roches qui les entourent et tout ça. C'est ça, c'est une passion. En fait, il n'y a pas de formation, en fait, en particulier en France, il n'y a pas d'école d'apprentissage, ni de la recherche, enfin de la recherche au sens fouille, quoi, ni de la préparation, etc. Donc, voilà, plus tu rencontres de gens, plus ça t'ouvre à des nouvelles choses, et des gens de tout niveau, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi petit collectionneur qui a trouvé un petit truc, qui va lui pas forcément savoir quoi en faire, mais ouais, ça permet je pense que c'est un domaine dans lequel il faut partager et apprendre. Il faut apprendre, il faut avoir le dos solide aussi pour pouvoir les ramener de la colline. Il faut avoir le dos solide, ouais. Je l'ai de moins en moins, voilà. J'ai eu une bonne hernie il y a 1 an. Donc j'imagine avec l'adrénaline de la découverte, combien ça peut te faire porter au maximum de la colline? Où il y a eu une époque, en fait tu as le choix entre, c'est toujours un dilemme entre est-ce que tu vas faire plus de voyages, donc plusieurs allers-retours, ou est-ce que tu vas en faire moins mais très chargé. Et en fait quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, tu choisis plutôt le côté j'en fais peu mais lourd, quoi. Je sais pas, les plus gros sacs que j'ai pu ramener, moi honnêtement c'est des sacs qui devaient faire pas loin de 100 kg. Après, tu les ramènes pas d'un coup, quoi. Tu prévois le chemin, tu fais des pauses tous les 100 mètres, tu essayes de prévoir, comme là, tu vois, ça c'est le top, ça, tu vois, les troncs d'arbres oscillés, là, à 1 mètre de haut, comme ça, tu peux poser le sac et toi tu t'assois plus bas, voilà, il faut pas le poser par terre. Non, c'est ça, c'est le quotidien du chercheur de fossiles. Tu te relèves plus à ça. Se poser à la bonne franquette comme ça, manger un petit sandwich à la va-vite. Passer le temps tranquillement avec un petit papillon qui tourne là. D'être dehors, quoi. Il y a le côté nature, quoi. C'est ça qui est plaisant, quoi. Avec un but, quoi. Avec quelque chose à chercher, quoi. Et donc pour toi, c'est quoi le plus beau moment de ta carrière de recherche de fossiles? Vraiment le moment que tu revois quand tu fermes les yeux, peut-être le soir? Je peux pas t'en donner un, quoi. Mais il y a eu, c'est des quelques belles découvertes, quoi. Je repense à un squelette d'ichthyosaure qui rentrait là quand je m'étais aperçu qu'il y avait le crâne au bout. Il y a eu certaines ammonites aussi, ou gamins, là, quand il y a des pièces, en fait, tu les cherches pendant 10 ans, 20 ans, en sachant qu'elles existent. Donc forcément, le jour où tu tombes dessus et tu comprends que c'est là-dessus, c'est des moments magiques. C'est des moments magiques. Non, ça motive pour ramener les 100 kilos de la montagne. C'est plus facile de ramener un sac à dos plein que un sac à dos vide. Ça, c'est... Et donc tu as parlé aussi pas mal du côté artistique de la recherche et de la préparation de fossiles. Donc pour toi c'est vraiment un métier d'artiste, le métier de paléontologue amateur. Artiste, il faut être clair, c'est pas au sens où tu vas faire n'importe quoi avec les fossiles. Mais les fossiles, c'est dans la conception, c'est d'abord des objets scientifiques, donc ils sont là pour donner des informations sur le passé. Donc cet aspect-là, il est important, il faut le conserver. Par contre, moi, toute ma démarche de travail, ça m'a amené aussi à m'apercevoir que en plus de ça, c'était aussi des objets que la nature nous transmettait sur des millions d'années et qui avaient une vraie force
émotionnel, on peut dire artistique, quoi. C'est quelque chose de beau, quoi. Mais la beauté d'un fossile, en fait, elle est fonction de la préparation, de la façon dont on va le préparer, du détail qu'on va révéler, du travail aussi de la roche qui l'entoure. Et oui, on peut leur donner vraiment un côté super esthétique, et moi je suis partisan de ça. Parce que le côté scientifique, il reste quand même s'il est intéressant, il reste assez élitiste, c'est-à-dire qu'il va parler à un minimum de personnes, tandis que dès lors qu'on fait un travail qui révèle l'objet, où les gens finalement voient la finesse, voient le détail, voient ça comme quelque chose de beau, alors là ça devient quelque chose de populaire, on lui donne un aspect vraiment muséographique. Moi j'aime beaucoup cette partie. Ben, merci beaucoup pour ton temps, pour cette petite interview improvisée au milieu de la colline. J'espère qu'on va encore trouver de belles pièces aujourd'hui, on va encore prospecter un petit peu dans les alentours, mais merci beaucoup. Ben, je t'en prie, merci à toi. De très beaux coraux qui sont ici pris dans ce rocher. On trouve au moins 3 ou 4 espèces de coraux juste à côté d'une station de ski. Pour ceux qui sont toujours créationnistes, hein. Prenez-en de la graine. Je vais le mettre dans la vitrine avec un kilo d'or. C'est sympa. On peut dire que c'est la version futuriste de l'ankylosaure. Ouais, c'est très futuriste là, c'est clair qu'il remue la queue, tu vois. Tu as pris une petite machine à voyager dans le temps pour aller le chercher. Voilà. Bon, on est sur le chemin du retour. On vient de laisser Luc, là on va probablement le retrouver demain. On a vu encore des champs de panneaux solaires sur les côtés là. C'est assez malheureux quand même de sacrifier cet espace de montagne pour la transition écologique, mais bon, j'imagine que certains ont leur raison. Bon, on a laissé Luc pour la journée, là on retourne vers nos pénates. On s'arrête dans un petit lac bien sympathique sur le chemin. On va remplir nos bouteilles d'eau. Il y a une source d'eau potable juste à côté. Bon, on va se dire malheureusement au revoir de façon un peu prématurée pour la vidéo d'aujourd'hui. Luc avait été pris dans la journée, il n'a pas pu nous montrer sa galerie. J'espère qu'on pourra repasser un autre jour. Donc je suis reparti vers l'Allemagne là. Je vais essayer de trouver ma voiture après avoir atterri à Strasbourg. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, tchuss! Bon, il va quand même y avoir quelques petites minutes en sup. Donc je me suis pas garé pour 2 jours dans le parking de l'aéroport, comme ça allait me coûter une blinde. Pour économiser quelques euros, je me suis mis dans une petite place de parking en dehors de l'aéroport qui n'était pas payante. Mais il faut que je retrouve la voiture qui doit être à 2-3 km. Petite précision, il est minuit, du coup on est en pleine nuit et je dois passer dans des coins vraiment totalement noirs, à travers champs. J'espère que ça va bien se passer et j'espère que la voiture est toujours là, on va voir ça. Bon, j'ai réussi à rejoindre ma voiture, il est minuit tout pile. J'ai encore 2h30 de route, mais ça valait le coup, je pense. Bon, on se dit vraiment définitivement à ciao, bye bye. Allez, à une prochaine fois. Tchuss.